La seconde épreuve orale du CAPES d'histoire-géographie est une épreuve d'analyse de situation pédagogique. Elle demande aux candidats de réfléchir aux enjeux épistémologiques, didactiques et civiques d'une question d'enseignement pour une classe donnée. Pour ce faire, les candidats ont 5 documents. 3 d'ordre didactique, extraits de manuels, fichiers du SCOL, cahier d'élèves, un d'ordre scientifique ou épistémologique, et un dernier d'ordre civique. Ces 2 derniers documents doivent permettre d'éclairer, d'interpréter et de critiquer la situation pédagogique décrite et analysée à l'aide des 3 premiers documents. Pour un exercice comme celui-là, qui demande une assez bonne connaissance des programmes et de leur esprit, quel est le degré de connaissance attendu en épistémologie de l'histoire et de la géographie? Je dirais qu'il s'agit moins d'un degré de connaissance que d'une assez bonne maîtrise des enjeux de l'histoire-géographie scolaire, de ceux de l'histoire des disciplines universitaires, et enfin, de ceux de leurs grands concepts. Ce cours s'articulera autour de ces 3 grands axes et croisera histoire et géographie. Il s'appuiera sur un plan, que vous pouvez télécharger maintenant si cela n'a pas été fait avant. Dans ce cas, appuyez sur pause. Ce cours est enfin complété par une bibliographie. J'ai pris la liberté de mettre en caractère gras 2 ouvrages qui peuvent être d'une grande aide pour préparer le concours. Commençons. Pour Antoine Pro, une discipline scolaire, invention de l'école, se définit par, et je cite, la cohérence établie entre plusieurs traits d'ordre différents qui sont les suivants: des contenus, des exercices, des méthodes d'évaluation, des finalités et des enseignants propres. L'histoire et la géographie évoluent vers une forme de discipline à partir des premières décennies du XIXe siècle et peuvent être considérées comme des disciplines à part entière à partir des programmes de 1852. Dès 1802, dans la Loi générale sur l'instruction publique, géographie et histoire sont associées. La création de la fonction de professeur d'histoire-géographie en 1818, l'association des 2 disciplines au baccalauréat en 1840 et à l'agrégation en 1831, ainsi que les textes programmatiques 1872 vont renforcer et indurer cette association. Au sein de ce couple, histoire et géographie n'ont pas le même poids. Dans le Theatrum Orbis Terrarum, 1580, Ortelius résume cette relation par une formule souvent reprise. Je cite, « La géographie est l'œil de l'histoire ». Mise à son service, la géographie l'éclaire notamment par les cartes. Elle ancre l'histoire dans un espace. Elle signifie la réalité d'un temps. Dans l'arrêté du 15 mai 1818, qui réglemente pour la première fois l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans les collèges royaux et communaux, il est précisé que, je cite, « le professeur ou l'agrégé chargé de l'enseignement de l'histoire et de la géographie fera successivement à chaque classe, en commençant par la 5e jusqu'à la rhétorique inclusivement, une leçon d'1 heure d'histoire et de géographie. » Équité entre les 2 disciplines? Pas vraiment. Le paragraphe suivant donne le contenu pour la classe de 5e. En 5e, le professeur d'histoire donnera des notions préliminaires de géographie. Il marquera les grandes époques de l'histoire ancienne, en fera connaître les principaux événements et les personnages célèbres. Les élèves reconnaîtront sur la carte la position des lieux rappelés dans l'histoire. Il semble aujourd'hui acté que ces 2 disciplines, en France, soient totalement liées l'une à l'autre, même si, à plusieurs occasions de l'histoire scolaire, des volontés ont voulu les dissocier. En 1903, par exemple, dans le premier numéro du volume, une publication destinée aux instituteurs et institutrices, le géographe Albert de Mangeon parle d'une émigration nécessaire de la géographie vers les sciences naturelles. Si l'histoire est une discipline qui doit frapper les consciences des jeunes élèves, elle participe de la même obligation de mémorisation que la géographie, dont c'est, semble-t-il, la seule fonction. Antoine Letronne, inspecteur général des études en 1825, déclare « La géographie est en très grande partie du domaine exclusif de la mémoire. » Après la suppression de l'essentiel des heures affectées à l'enseignement de la géographie
entre 1865 et 1867, même si les programmes subsistent, il s'agira pour les élèves d'apprendre par cœur à la maison, les textes officiels de 1872 marquent le retour d'un enseignement de la discipline. Il faut dire que la débâcle de l'armée impériale française face à la Prusse va condamner le système scolaire impérial. Aucun de nos soldats ne savait ni la géographie ni l'allemand. Le contraste avec les officiers allemands, tous munis d'excellentes cartes, était navrant, indique le rapport d'Auguste Imly et Émile Levasseur de 1871. L'école républicaine, comme le rappelle Laurence de Cock, va attribuer à l'histoire le rôle de former des citoyens républicains, revanchards et armés. L'histoire doit créer des héros français porteurs des valeurs de la nation française. L'historien Ernest Lavis, auteur de manuels scolaires, aura un rôle prépondérant dans la construction du roman national. De son côté, la géographie entend faire aimer la France pour préparer la revanche. Paul Vidal de Lablache, historien devenu géographe, va imposer une démarche géographique régionale et nationale. La géographie, écrit-il, est la science de la synthèse. Description, comparaison, explication. L'histoire et la géographie scolaire, jusqu'à la fin des années 60, sont déductives, comme le montrent, en 1938, les recommandations de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire. Il faut que l'élève se pénètre qu'en histoire-géographie, tous les faits se commandent et procèdent de loi. Parmi les demandes des lycéens et des étudiants en crise de 1968, il y a la demande de travailler sur de vrais documents, d'éveiller leur esprit critique, de fuir le par cœur et le gavage d'oie. La réforme de René Haby en 1975 introduit la pédagogie active dans les programmes et prône une démarche inductive. Les manuels se mettent au diapason en essayant de proposer une documentation de bonne qualité pour faire travailler les élèves. Comme le faisait remarquer Nicole Loutier, historienne et didacticienne de l'histoire et la géographie connaissent aujourd'hui une double crise de légitimité. La première concerne leur finalité, le recul des certitudes progressistes, la montée des extrémismes, de l'intégrisme, mettent à rude épreuve les convictions républicaines. L'éducation civique, l'EMC, l'histoire sont souvent rendus responsables des crises que la société traverse. Les enseignants s'autorisent de moins en moins des affirmations positives face à leurs élèves et préfèrent des condamnations de tel ou tel système, de telle ou telle organisation spatiale. La seconde est épistémologique. Les analyses de structuration, d'organisation et de pratique de l'espace délégitiment, par exemple, la description vidalienne du paysage, tandis que la critique de l'histoire événementielle et politique a discrédité le récit. Cependant, les enseignants n'y ont pas complètement renoncé. Pour faire du commentaire de documents, quel qu'il soit, un exercice canonique, il a fallu élaguer, expliquer les termes, l'assortir de questions et de manipulations pour le transformer en objet pédagogique. Bricolage caractéristique d'une discipline scolaire pour Antoine Pro. Les problèmes actuels de la discipline histoire-géographie demeurent dans ses finalités. Pourquoi enseigner l'histoire et la géographie ? La finalité civique qui fonde leur association est-elle toujours actuelle ? L'histoire-géographie n'est pas une science, mais une discipline scolaire. Si c'est l'histoire scientifique qui a créé l'histoire scolaire, c'est bel et bien la nécessité d'une géographie scolaire qui a créé la géographie scientifique. Comme nous le verrons plus loin, le cas de Paul Vidal de Lablache est en cela assez emblématique. Paul Vidal de Lablache, normalien, agrégé d'histoire en 1866, fait une thèse en histoire grecque qu'il soutient en 1872. Jeune chargé de cours, il est nommé à Nancy où il demande à être en charge des cours de géographie, débarrassé à sa demande de leur association avec les cours d'histoire. En 1877, il devient maître de conférence puis sous-directeur de l'ENS jusqu'en 1898. Depuis 1874, la géographie s'est imposée comme discipline scolaire. En revanche, elle manque de modèles universitaires auxquels se raccrocher.
Le seul géographe français célèbre à l'époque, c'est Élisée Reclus. Mais anarchiste convaincu, il est en dehors de toute organisation universitaire. Il vit banni et expatrié. Il ne souhaite défendre aucun canon disciplinaire et n'a pas l'intention d'être un maître faisant école. La parfaite antithèse de Vidal. Vidal s'inspire alors des géographes allemands tels que Karl Ritter, un des pères du déterminisme, ou Friedrich Ratzel, anthropogéographe à la recherche des lois générales de la nature pouvant expliquer l'influence du milieu sur les hommes. Vidal est un possibiliste. La nature propose, l'homme dispose. Pour lui, l'adaptation de l'homme au milieu explique l'évolution des êtres vivants. La géographie vidalienne s'intéresse aux hommes en tant qu'ils sont en rapport avec les lieux, soit qu'ils en subissent l'influence, soit qu'ils en modifient l'aspect. Il adopte une démarche particulière, description, analyse et hypothèse d'explication. Il inaugure les 3 dimensions complémentaires de la géographie physique, humaine et régionale. Son rôle est prépondérant dans la formation des géographes de l'époque. Il a ses disciples, Emmanuel de Martonne, Albert de Mangeon, qui eux-mêmes auront leurs propres disciples. Il fonde la revue des Annales de géographie en 1891, dirige un atlas général en 1895, un manuel universitaire, les principes de géographie générale, en 1896, et dirige des manuels scolaires et une collection de cartes murales. Il établit, dès 1910, 4 ans après la mort de Reclus, qu'il a fondé, le plan d'une nouvelle géographie universelle, publiée après sa mort de 1927 à 1948. De son côté, l'histoire aussi s'affirme en tant que science. Les années 1870 lancent le début de la crise allemande de la pensée française pour Claude Dijon. Des historiens français, à la suite de Gabriel Monod, de Charles Seignobos et de Victoire Langlois, ou encore d'Ernest Lavis, veulent s'inspirer du modèle allemand où plusieurs universités rayonnent. Ces historiens décident de faire école en instituant une méthode historique, d'où le nom d'école méthodique, qui s'appuie sur un texte fondateur écrit dans le manifeste de la revue historique par Monod en 1876. Grâce au progrès des sciences et des méthodes scientifiques, l'histoire possède aujourd'hui de merveilleux moyens d'investigation. Par la philologie comparée, par l'anthropologie, par la géologie elle-même, elle plonge ses regards dans des époques pour lesquelles les monuments font défaut aussi bien que les textes écrits. Des sciences accessoires, la numismatique, l'épigraphie, la paléographie, la diplomatique, lui fournissent des documents d'une autorité indiscutable. Enfin, la critique des textes, établie sur des principes et des classifications vraiment scientifiques, lui permet de reconstituer, sinon dans leur pureté primitive, du moins sous une forme aussi peu altérée que possible, tous les écrits historiques, juridiques, littéraires, qui ne nous ont pas été conservés dans des manuscrits originaux et autographes. Ainsi secondée, armée de pareils instruments, l'histoire peut, avec une méthode rigoureuse et une critique prudente, sinon découvrir toujours la vérité complète, du moins déterminer exactement sur chaque point le certain, le vraisemblable, le douteux et le faux. Langlois et Seignobos rédigent en 1888 un manuel universitaire, Introduction aux études historiques, véritable outil de diffusion de la méthode historique. Évidemment, le document qui fait autorité est principalement le document textuel auquel on soumet un travail critique à la fois externe, ce que le document dit du fait, mais également interne, ce que le document dit de son rapport avec le fait. En 1923, le médiéviste Henri Pirenne fait une intervention au 5e Congrès international des sciences historiques. Il fait l'apologie d'une méthode comparatiste en histoire qui pourrait expliquer la Première Guerre mondiale autrement que par la race belliqueuse qui serait celle du peuple allemand. Il suggère de faire appel à la sociologie, mise en avant par Durkheim et François Simond, et surtout à la méthode comparative. Je cite, « Il n'y a de science que du général, et pour comprendre l'histoire d'un peuple, il faut donc non seulement le situer à la place qu'il occupe dans l'ensemble des autres peuples, mais encore ne jamais perdre de vue ceci durant qu'on l'étudie. C'est là le seul moyen d'échapper au mirage de l'imagination,
aux illusions de la sensibilité, aux entraînements du patriotisme. Ce texte sera à l'origine, en 1929, de la création d'une revue d'un nouveau genre par deux historiens français en poste à l'Université de Strasbourg, Lucien Febvre, un moderniste, et Marc Bloch, un médiéviste. Les Annales d'histoire économique et sociale fait école. Elle s'oppose à l'histoire événementielle méthodique. Elle privilégie une histoire globale, comparative et sociale. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, une sociologie urbaine se met en place à l'Université de Chicago. D'abord autour de Robert Ezra Park et d'Ernest Burgess, qui étudient les relations interethniques et la délinquance dans les grandes villes américaines. Puis, dans les années 40, autour d'Irving Goffman et Everett Hughes. Une seconde école se consacre à l'étude des institutions et des milieux professionnels dans les grandes métropoles. Ce tournant social touchera la géographie française à la fin des années 60 et conduira dans les années 70 à l'émergence d'une nouvelle géographie. Conduite par Jacqueline Beaujeu-Garnier, Roger Brunet, Armand Frémont, Paul Clabal, Antoine Bailly et Yves Lacoste. Le tournant structuraliste touche l'ensemble des sciences sociales et humaines au début des années 50. Ce courant de pensée holiste s'attache à rechercher le modèle théorique qui organiserait la forme de tout objet étudié pris comme un système. Ce courant touche la géographie au début des années 70 et prend toutes ses dimensions dans le travail que mènent Robert Ferras et Roger Brunet sur l'écriture chorématique. La représentation graphique, qu'est le chorème, doit proposer une lecture structurelle des espaces considérés. En histoire, c'est la deuxième génération de l'école des Annales, entre 1950 et 1970, qui est touchée par ce tournant autour de Georges Duby, Fernand Braudel, Pierre Goubert, Ernest Labrousse et Pierre Chaunu. Il s'agit d'une histoire quantitative et sérielle qui s'intéresse davantage au temps long. En octobre 1966, l'université Johns Hopkins de Baltimore invite plusieurs philosophes français, à l'instar de Jacques Derrida, Roland Barthes, mais également Jacques Lacan, Jean-Pierre Vernant, pour parler du succès de l'école structuraliste en France. Ces derniers, au lieu de faire l'apologie de cette méthode, font son procès en insistant sur les grands oubliés des structures, en défendant les phénomènes culturels, les micro-histoires. Plusieurs penseurs français vont se revendiquer de cette French Theory, tels que Louis Althusser, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Henri Lefebvre, Claude Lévi-Strauss, Édouard Saïd. Cette nouvelle école philosophique fait des émules, d'abord dans les sciences sociales et humaines aux États-Unis, puis en France. Elle ouvre la voie à un nouveau tournant, qui est le tournant culturel ou linguistique. La French Theory et le tournant culturel impactent directement l'école des Annales de la troisième génération à la fin des années 60. Cette nouvelle histoire, plus culturelle, plus ethnique, est fortement marquée par des historiens comme Emmanuel Leroy-Ladurie, Jacques Le Goff, Marc Fesneau. Un autre courant se forme très proche de l'anthropologie historique autour de l'histoire des mentalités. Il est mené par Philippe Ariès, Georges Duby, Robert Mandrou, Pierre Nora. À ce même courant vient se greffer celui des Post-Colonial Studies, autour d'Édouard Saïd en Angleterre, mais aussi de Gérard Noiriel en France ou d'Olivier Grenouillot. À la fin des années 70, des historiens vont se tourner vers la microstoria et la micro-analyse sociale, à l'exemple de Carlo Ginzburg à travers Le fromage et les vers, l'univers d'un meunier frioulant du XVIe siècle, en 1976, ou encore Alain Corbin avec Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot, Sur les traces d'un inconnu, 1798-1976, écrit en 1998. La French Theory a les mêmes effets sur la géographie universitaire au milieu des années 70. La thèse en 1976, créée par 3 étudiants de l'ENS Cachan, Jacques Lévy, Denis Retailleau et Christian Grattalou. Hérodote en 1976, une revue de géopolitique créée par Yves Lacoste. Un regain pour la French Theory se fait sentir au tournant des années 2000. On redécouvre les travaux d'Éric Dardel, historien et enseignant du secondaire, qui est en 1952
propose une relecture d'un texte de Martin Heidegger, Bâtir, habiter, penser, prononcé à Darmstadt en 1951, et construit le concept de géographicité dans L'homme et la Terre, c'est-à-dire la façon que l'homme a d'habiter la Terre. Cette relation existentielle entre l'homme et son habitat sera reprise dans les années 90 par Michel Luceau, Jacques Lévy, Olivier Lazzarotti, Augustin Berg et Mathis Stock. Dans cette dernière partie, il ne s'agit pas de faire état de toutes les questions qui pourraient être soulevées par une thématique des programmes du secondaire, mais de donner quelques grands axes de questionnement et quelques grandes idées qui traversent ces questionnements. D'autres thématiques seront abordées dans les TD de préparation aux oraux de l'épreuve d'ASP. Il sera alors temps de revenir et de repréciser le cadre épistémologique des sujets qui seront posés, d'une manière ou d'une autre. Premier questionnement, à quelles conditions l'histoire peut-elle être objective ? La question de l'objectivité de l'historien est une question régulièrement posée. Dans son allocution d'avril 1923, Henri Pirenne y fait grandement allusion. Je cite, « L'historien ne se trouve pas vis-à-vis de l'objet de ses études dans la situation du naturaliste vis-à-vis de la nature. Sa personnalité y est pour ainsi dire en jeu. » Reinhard Koselleck, François Hartog ou encore Paul Ricoeur parlent d'une subjectivité assumée. Dans Au bord de la falaise, l'histoire entre certitude et inquiétude en 2009, Roger Chartier affirme que l'histoire reste toujours partielle et révisable. L'historien allemand Reinhard Koselleck propose de dépasser l'histoire sociale classique pour privilégier une histoire conceptuelle. Influencé directement par le tournant linguistique et la French Theory, Koselleck met en garde sur les deux écueils entre lesquels l'historien doit toujours naviguer. Le champ d'expérience, d'où l'historien écrit, et l'horizon d'attente suggéré par la société pour laquelle il écrit. Il écrit « Il n'y a d'histoire qui n'ait été constituée par les expériences vécues et les attentes des hommes agissant et souffrant. » Deuxième questionnement, l'historien, recteur de mémoire. En rapportant la guerre du Péloponnèse au 5e siècle avant notre ère, l'historien Thucydide précise les règles qui ont dicté son travail. Je cite, « On doit penser que mes informations proviennent des sources les plus sûres et présentent, étant donné leur antiquité, une certitude suffisante. Les hommes engagés dans la guerre jugent toujours la guerre qu'ils font la plus importante. » L'historien grec fait la différence entre histoire et mémoire. Pour Pierre Nora, dans Lieu de mémoire, l'histoire a longtemps été en France un recteur de la mémoire nationale. On se référera ici aux travaux de Laurence de Cock, Suzanne Citron et Anne-Marie Thiès sur la construction du roman et de l'identité nationale. L'histoire est une quête de la vérité pour Hérodote. Elle est une reconstruction problématique et incomplète de ce qui n'est plus pour Pierre Nora. Un mixte indissoluble entre le sujet, l'historien, et l'objet, le fait historique, pour Henri-Irénée Marot. C'est Paul Ricoeur dans Temps et Histoire qui fait le premier la distinction entre mémoire et histoire. Gérard Noiriel, Pierre Nora et Olivier Grenouillot soulignent la forte demande sociale à laquelle doit faire face l'histoire et les historiens, les menant à éviter l'amnésie et à ne pas se fourvoyer dans l'hypermnésie des lois mémorielles. Cependant, Jacques Le Goff, en 1988, dans Histoire et mémoire, affirme que la mémoire des témoins de l'événement est le plus beau matériau de l'histoire. C'est sur ce matériau que Benjamin Stora appuie ses recherches pour enquêter sur la guerre d'Algérie, que Claire Rosas construit son histoire du Samudari Pen, l'extermination du peuple tzigane pendant la Seconde Guerre mondiale. La mémoire devient alors un objet d'étude historique, comme dans l'ouvrage d'Éric Conan et Henri Rousseau en 2013, Le syndrome de Vichy, ou Ce passé qui ne passe pas. Troisième questionnement, le rôle du géographe dans la cité. En 1960, Michel Philipponneau, géographe, professeur à l'Université de Haute-Bretagne, membre actif du CELIB, du Centre d'études et de liaison des intérêts bretons, lance un plaidoyer pour une géographie utile dans un pays où les préventions anti-universitaires sont encore très fortes. Il parvient à se défaire de l'opposition classique entre recherche fondamentale et recherche appliquée.
Il montre comment la recherche traditionnelle monographique peut apporter des informations précieuses aux techniciens de l'aménagement. Il s'appuie sur certains exemples en URSS, aux États-Unis et dans les pays en voie de développement, où des universitaires ont participé aux actions d'aménagement du territoire. L'exemple de Jean Gottman, géographe français qui enseigne à l'Institut d'études politiques dans les années 50-60, est intéressant. Précurseur de l'analyse spatiale urbaine, inventeur de l'expression mégalopole, dans son étude sur la conurbation Bostwash, crée son propre cabinet d'urbanisme aux États-Unis. Cette place des universitaires et des géographes dans l'aménagement des territoires, dans l'analyse de faits urbains, grandit peu à peu. Dans les années 80, Roger Brunet est élu ou nommé président de plusieurs commissions et conseils chargés d'aménagement du territoire. Le CELAM pour l'aménagement de la Marne, le Conseil scientifique de la DATAR, le Conseil national de l'aménagement du territoire, le Conseil scientifique de l'INRA, etc., etc. Jacques Lévy, Michel Lussot appartiennent à des conseils d'administration de cabinets d'urbanisme où sont sollicités comme experts pour des projets d'aménagement urbain, le Grand Paris par exemple. On connaît aujourd'hui l'implication de plusieurs géographes dans les questions d'environnement national et international. L'action de Sylvie Brunel dans le développement de l'Afrique et les problèmes de la sécurité alimentaire des pays les moins avancés, les géographes environnementalistes ou ruralistes, à l'instar de Brunel, Yvette Véret ou Yves Jean, donnent un nouveau coup de fouet à la géographie physique qui avait perdu de son importance depuis les années 90. Les analyses économiques et spatiales de la mondialisation par des géographes comme Olivier Dollfus ou Laurent Carouet éclairent les politiques sur les écueils environnementaux et sociétaux. Enfin, dernier questionnement, y a-t-il eu un tournant géographique ? En 1999, Jacques Lévy publie un ouvrage au titre provocateur, Le tournant géographique, penser l'espace pour lire le monde. Ce dernier participe du Spatial Turn, entamé avec les travaux de Michel Foucault ou de Henri Lefebvre, dans le cadre des Urban Studies. Il s'agit de réfléchir à la dimension spatiale des sociétés et d'analyser celle-ci à partir d'entrées spatiales. Il n'est nul doute que parmi les travaux influents vers ce virage spatial, il y a ceux de Heidegger qui font de l'humain un être ontologiquement spatial, ou ceux du sociologue-philosophe Henri Lefebvre et son texte sur la production de l'espace en 1974. Le tournant spatial aurait eu tendance à replacer l'espace comme dimension fondamentale des sociétés et des individus. Tout peut ainsi être analysé par cette entrée. La santé, l'histoire, Grattalou et la géohistoire, les représentations, je pense à Stasac, Collignon, Debarbieu, Gumuchian, à l'identité, je pense à Lazzarotti, Calberac, aux productions culturelles telles que le cinéma, aux travaux de Gardy, la bande dessinée et au travail de Julien Champignon, etc., etc.